J'ai vraiment été impressionné par votre démarche, tous les deux. C'est très passionnant. La question que je me pose, c'est par rapport à la réglementation. C'est que je me suis souvent trouvé dans des situations avec des bureaux d'études où, ayant tenté d'entreprendre des démarches un peu expérimentales, comme ça sur des projets publics, notamment des ERP, et chaque fois je me suis heurté au mur de la réglementation, tout au moins la réglementation énoncée par les bureaux d'études. Voilà. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment on arrive, apparemment il y a cet aspect expérimental qui est développé ici, comment on arrive un petit peu soit à répondre aux bureaux d'études, soit à contourner la réglementation, soit effectivement à introduire une démarche expérimentale dans le projet. La réglementation, on en fait ce qu'on veut. Il suffit de dire ce qu'on a envie de dire. Alors vous répéterez pas ça, hein, mais la ventilation naturelle, on doit être à notre 14e, 15e bâtiment en ventilation naturelle. Elle est très fortement défavorisée par la réglementation thermique, hein, en gros qui rajoute une pénalisation de l'ordre de 70% sur les débits, donc derrière sur les consommations. Il suffit de ne pas dire qu'on est en ventilation naturelle, et puis c'est tout, hein. Par contre, ça veut dire qu'il faut effectivement qu'on fasse des bâtiments qui soient un peu performants pour passer sans ça, hein. Voilà, alors ça c'est une solution. Maintenant, il y a d'autres solutions qui existent. Il y a des opérations sur lesquelles on a été demandé une dérogation, où il y a, dans le cadre de la réglementation thermique, il y a des cheminements qui sont prévus, qui s'appellent le titre 5, et qui permet de proposer des solutions alternatives qui sont ensuite examinées par une commission, et voilà. Il faut faire des pas de côté, hein. Moi, je pense que aujourd'hui, on est, disons, tout notre encadrement normatif, réglementaire, nos règles de l'art ont été mises étudiées et mises en œuvre à une période qui est révolue, qui était la période de l'énergie abondante et très bon marché. Et ces normes, elles vont dans ce sens-là, hein. Je peux donner un exemple. J'ai beaucoup parlé de confort d'été. La norme sur le confort d'été sur laquelle travaillent tous les bureaux d'études est une norme qui sous-estime très fortement l'impact de la vitesse de l'air sur le confort d'été. Alors qu'à côté, il y a plein de pays où ils utilisent d'autres référentiels sur cette question-là et qui fonctionnent bien, et notamment dans les pays d'Amérique latine, et qui permettent donc justement de prendre en compte cette question de la vitesse d'air dans le confort d'été. Voilà, donc ça veut dire qu'on est dans un moment de notre histoire où si on veut avancer, on est obligé de faire un pas de côté. Et de prendre le temps, malheureusement, parce que ça prend du temps, cette histoire. Quand on a fait les logements en ventilation naturelle assistée contrôlée à Saint-Nazaire, on a négocié pendant 1 an avec l'État la possibilité d'innover, puisque la qualité de l'air, c'est quand même la santé publique qui est en jeu, donc c'est pas juste comme ça un architecte qui a envie de jouer avec l'air. On a eu une autre année de négociation parce que 3 jours par an, on n'avait pas assez de renouvellement d'air, simplement en été, des moments où il n'y avait pas assez de vent. Mais comme on met des fenêtres dans nos salles de bain, finalement, il suffit d'ouvrir les fenêtres, y compris dans les pièces humides. Donc, on a eu le droit de déroger pendant 3 jours. Et puis, quand on a eu l'entreprise, elle n'avait pas l'assurance qu'il fallait pour l'innovation. Donc, ATEX a eu l'entreprise. Et là, refus du CSTB. Donc le maître d'ouvrage qui vous voit vous battre pendant 3 ans pour arriver à un refus du CSTB alors qu'il a l'entreprise, qu'elle a son marché, il commence par vous dire « Vous allez me rembourser toutes les subventions que j'ai eues » parce qu'évidemment, il a reçu plein de subventions de partout au titre de l'innovation. Donc là, il y a le ciel qui descend un peu, quoi. Donc, on a pris la décision dit comme ça, c'est un peu rapide, mais de refuser le refus du CSTB, de relancer
de demander de pouvoir relancer un ATEX, et on l'a eu. Le jour où on a eu l'ATEX, moi j'étais à La Réunion, j'ai reçu un petit SMS d'Alain, qui était allé au CSTB, il me dit ATEX, ok. Là, pour le coup, le ciel, il s'ouvre au-dessus de ta tête, quoi. D'un seul coup, toutes les peurs que ton client t'a fait avoir étaient, voilà, elles n'existaient plus, elles n'étaient plus là. Une autre anecdote, on a réalisé un internat d'excellence à Montpellier, et avec une ventilation naturelle pour le confort d'été pour les enfants. Enfin, confort d'été qui commence tôt à Montpellier, mais... Et le bureau d'études qui était avec nous a refusé de décrire le système de ventilation naturelle parce qu'il n'y croyait pas. On n'avait pas choisi le bureau d'études fluides. Hein. Donc, conclusion, c'est l'architecte et le conseil en environnement, puisque Tribu n'est pas un BET, hein, Tribu n'est pas un bureau d'études techniques. Donc, c'est le conseil en environnement et l'architecte qui ont décrit le système qui a été réalisé par l'entreprise. Donc là, pour le coup, on prend encore un autre risque. Et puis, si vous voulez, un dernier jeu sur ça, et on pourrait en ajouter d'autres, mais celui-là montre à quel point l'approche énergétique d'aujourd'hui n'est pas rentrée dans les faits. On a réalisé entre Nîmes et Montpellier un certain nombre de petits bâtiments un peu ruraux, dans les bâtiments publics, et pour certains d'entre eux, on est en ventilation naturelle, voire en puits provençal, et il n'y a pas de chauffage. Bon, ne pas mettre de chauffage dans un bâtiment public, c'est à peu près interdit, c'est même quasiment interdit. Et on a remplacé l'absence de chauffage par des poêles à bois. Pour les 3-4 jours où il faut peut-être chauffer entre Nîmes et Montpellier, mais bon. Surtout dans une salle de conférence où vous mettez 300 personnes et ça fait autant de petits radiateurs dans la salle, quoi. Essayez de trouver un avis technique sur l'installation d'un poêle à bois dans un bâtiment public. Ça n'existe pas. Donc voilà, c'est... Heureusement, il y a un maire qui a suivi. Heureusement, il y a un maire qui a suivi et qui a pris le risque avec nous. Non, mais c'est sûr que c'est la question qu'on dit tous les jours. Alors, dans le cas du Grand Palais, la contrainte énergétique est absolument colossale. Je pense que vous travaillez par rapport à des niveaux de performance qu'il faut obtenir. Est-ce que d'autres équipes ont pu faire d'autres choix techniques que ceux que vous avez proposés? Est-ce que vraiment il y a de la marge pour résoudre des questions d'une telle ampleur? Alain répondra plus précisément que moi, mais... c'est peut-être une mauvaise question. Non, c'est pas une mauvaise question. Enfin, je ne sais pas ce que les autres ont fait. Voilà. Mais on sait quand même qu'il y a quelques bâtiments à énergie positive qui partent vraiment d'un mauvais niveau, quoi. Mais que l'on tartine de techniques histoire de produire beaucoup d'énergie. L'enjeu, c'est pas de mettre beaucoup de techniques pour s'en sortir. C'est d'avoir fait en sorte que le bâtiment en base et les dispositifs passifs en base permettent de se passer de trop de techniques. Oui, enfin, je vais même un peu plus... Ça, on comprend le principe de travail. Est-ce qu'on on peut obtenir le même type de performance que des gens qui vont bourrer d'équipements Mais oui, techniques, bien sûr. ventilatoires, etc. Bien sûr. Et je crains fort qu'on soit en train de partir vers des solutions de ce type-là. Ce qui est prévu pour la réglementation thermique 2020, qui s'appelle le BEPOS, donc c'est un bâtiment qui est... plutôt classique, bon, un petit peu correspondant à un tout petit peu plus que la RT 2012 actuellement, mais sur lequel une partie des consommations va être compensée par du photovoltaïque pour arriver à ce qu'on appelle bâtiment à énergie positive. En fait, c'est pas énergie positive, c'est parce qu'il y aura de la consommation d'énergie, puisqu'on ne ramène pas complètement à zéro. Mais en tout cas, ce sont des solutions qui, à mon avis, ne prennent pas en compte le cœur du problème. Hein. Le cœur du problème, aujourd'hui, je crois qu'on est à un vrai tournant sur ces questions énergétiques,
sur lequel il faut aller vers de très très basses consommations, bien plus que ce que ne peut faire la RT 2012, avec des solutions techniques qui soient acceptables par le fonctionnement des bâtiments tels qu'ils existent aujourd'hui. Or, ce qu'on a constaté, nous, sur toutes nos opérations, de ventilation naturelle ou autre, c'est que là où on a des problèmes, c'est pas sur les systèmes de ventilation naturelle, c'est surtout les systèmes de gestion de bâtiments, d'automates programmables, etc. Hein, c'est quand on introduit cette fameuse intelligence des bâtiments. Hein, en réalité, moi je dis toujours, c'est pas les bâtiments qui sont intelligents. Les bâtiments, ils sont bêtes, c'est les utilisateurs des bâtiments qui ont l'intelligence. Donc, il y a ce tournant à prendre aujourd'hui. Hein. Ce qu'on essaye de faire sur nos opérations, ce sont des bâtiments qui sont, par eux-mêmes, intrinsèquement, très faiblement consommateurs, et en chauffage, et en rafraîchissement, et en éclairage, etc. Hein. Et bon, et après, du coup, il n'y a plus besoin d'avoir recours à des énergies renouvelables de façon très importante. Ça, c'est une voie. L'autre voie, qui est quand même celle que semble prendre la réglementation aujourd'hui, c'est de faire du bâtiment dont les besoins sont pas trop travaillés, mais par contre sur lesquels on travaille de la technique, des systèmes d'énergie renouvelable, etc. On est dans une optique de croissance verte, c'est-à-dire de faire de la croissance avec des systèmes énergétiques, des systèmes de photovoltaïque, voilà. C'est sans doute une douce illusion. Et la France est un pays où les lobbies fonctionnent sacrément, hein. Mais oui, enfin, y compris au sein du CSTB. Pour la petite maison de 90 mètres carrés qu'on vous a montrée tout à l'heure, là, pour réussir à faire une ventilation naturelle à partir des Velux qu'on a mis en toiture, on a dû acheter le matériel en Belgique, parce que ce matériel tout simple, qui est les bouches d'entrée de chez Ranson, on ne peut pas les vendre en France. Elles n'ont pas reçu l'avis technique. Donc nos Velux viennent de Belgique, alors qu'on a tout fait pour être dans la ressource locale maximale. Pour des choses comme ça, on est allé les chercher ailleurs. Oui, moi, alors, par rapport à... Alors, je trouve que c'est assez rassurant de vous entendre. Je suis architecte urbaniste de l'État, sur les constructions neuves. Par contre, c'est vrai que le gros enjeu, c'est sur ce patrimoine des années 50, 70, où on n'a pas forcément de bureau d'études, on a encore moins d'architectes, où la question, il faut répondre à la question posée, et on n'a plus d'attention globale, et où, pour rappel quand même, alors je ne suis pas arrivée à tout à fait identifier, mais en Suisse, ils n'ont pas tout à fait la même réglementation, par exemple, sur l'amiante. Et ce qu'a pu faire Graff au Lignon, je pense qu'on ne peut pas le faire encore aujourd'hui en France, parce que quand on a... Enfin, je pense que vous serez d'accord, quand on a une menuiserie amiantée, il faut tout déposer, et pas uniquement la menuiserie, mais souvent la façade, comme on l'a vu sur les façades rideaux. Alors, c'est-à-dire avoir, par exemple, des menuisiers qui soient agréés pour traiter l'amiante. On arrive à le faire sur du bois, sur la menuiserie métallique, à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, sur ce patrimoine des années de la deuxième partie du XXe siècle, comment on fait? Et moi, ce qui m'inquiète, c'est toutes les lois énergétiques à venir, et qui vont hors des espaces protégés, hors des espaces identifiés, qui vont démolir complètement et sur lesquels on ne pourra rien faire. À moins d'avoir des gens qui puissent être vraiment moteurs au niveau des lois et au niveau de l'accompagnement et réintroduire les archives sur des problématiques globales de rénovation énergétique. Je peux commencer à apporter une réponse. Sur l'existant,
Sur l'existant, effectivement, ce qu'on pratique le plus souvent aujourd'hui, c'est de faire des travaux sans diagnostic sérieux, hein, ou avec des diagnostics très très légers. Je pense que c'est une aberration. C'est une aberration parce que justement, c'est le diagnostic qui va permettre d'adapter les solutions au bâtiment, au climat, à la spécificité de tel ou tel bâtiment, etc. Et on remplace ça, malheureusement, par des solutions toutes faites, hein, des menus de solutions en fonction de l'âge du bâtiment et de celui du capitaine. C'est un problème de fric, hein, c'est tout. Hein. Si on ne fait pas de diagnostic, c'est pas parce que le diagnostic c'est embêtant, c'est parce que on n'a pas les moyens de se payer le diagnostic. Donc ça n'est qu'un problème d'ingénierie financière. Hein. Et il y avait une solution qui me semblait une bonne perspective prévue dans la loi de transition énergétique, qui s'appelle le tiers payant, hein, donc, où une SEM ou un autre organisme intervient pour financer les travaux et puis se rémunère ensuite sur les économies réalisées pendant un certain nombre d'années, puis ensuite redonne la totalité des gains aux propriétaires du bâtiment. Malheureusement, comme vous avez dû lire comme moi, qu'il y a peu de chances que cette loi de transition énergétique sorte un jour, hein, puisque le PEE sur lequel elle devait s'appuyer n'est pas mis à jour. Voilà, donc ces solutions de tiers payant, il faudra encore attendre quelques années avant de les voir ressortir, mais je pense que le problème, il est là, il n'est pas ailleurs, hein. Je n'ai malheureusement pas eu... Oui. Isabelle Meinecke, architecte. Je me permets de... Sauf erreur de ma part, il me semble que le diagnostic maintenant est quand même obligatoire, notamment dans des copropriétés de plus de 60 lots. Le problème est le fait que ce diagnostic est obligatoire, mais il peut, ou il est même recommandé de le faire uniquement par un bureau d'études, sans aucune intervention obligatoire d'un architecte. Donc, un bureau d'études qui fait un diagnostic sur un bâtiment existant sans aucune appréciation par un architecte pose un problème majeur. D'autant plus que par la suite, aujourd'hui, il est obligatoire de faire les travaux par des entreprises RGE, sans intervention d'architecte obligatoirement. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre les choses totalement à l'envers, c'est-à-dire commencer à demander un diagnostic qui va faire par une équipe comme la vôtre, architecte, bureau d'études ou ingénieur, qualifié, pourquoi pas, et ensuite faire les travaux par des entreprises sur le cahier de charges donné par l'ingénieur et l'architecte. Personnellement, je ne peux qu'être d'accord avec vous, mais d'une façon plus générale, dans le monde du bâtiment, dans celui de la restructuration, même de la construction neuve, on s'aperçoit que le pouvoir est plus ou moins, comment dirais-je, disséminé. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est responsable. Ce qui fait que nous, dans le cas de maîtrise d'œuvre, par exemple, on se retrouve associés avec des bureaux d'études qui ont une sorte de pouvoir qui est celui de... Enfin, une légitimité plutôt qui est celle de la loi, de la réglementation, du pouvoir des logiciels, d'un tas d'instruments qui fait que nous, on n'a plus aucun contrôle sur ces gens-là. Et quel que soit le stade de l'étude, au bout d'un moment, c'est un petit peu la question que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, on a un problème. Alors évidemment, on a une complicité ici entre deux personnes qui est extrêmement rare, c'est-à-dire un architecte et pas un bureau d'études, je pense que c'est pour ça que Philippe a précisé, mais un ingénieur, ce qui n'est pas du tout la même chose, parce que les bureaux d'études avec lesquels on travaille, on a rarement affaire à des ingénieurs, on a simplement affaire à des gens qui sont là un petit peu par hasard, quoi. Enfin, je veux pas... mais en tout cas, il y a un problème de compétence. Et c'est vrai que l'architecte qui, in fine, est le seul responsable, est quand même un petit peu mis à l'écart. Je voudrais aussi, dans les projets, on a affaire à un homme invisible qui est le programmiste.
C'est-à-dire que quand le projet commence, quand nous on commence à travailler sur le projet, il y a pratiquement les principales contraintes, les principaux objectifs qui sont déterminés, qui sont donnés. Et c'est pas à nous à les proposer, à les analyser, ils nous sont donnés. C'est-à-dire qu'on est presque simplement, enfin tout au moins on veut réduire l'architecte une sorte de metteur en forme, alors que les véritables questions, et on vient de le voir là, nous-mêmes on y est confrontés, sont des questions souvent environnementales, c'est-à-dire des questions contextuelles. Or les programmes qui sont utilisés, ce sont des copier-coller de contextes qui n'ont strictement rien à voir avec la question posée, et ce qui fait que peu à peu, on a affaire à des bâtiments qui ne sont pas intelligents, mais qui sont simplement la reproduction de programmes. Donc faits par des gens qui n'ont pas forcément cette... Vous parlez d'ingénieurs ou de techniciens, moi je peux parler de programmistes aussi, de gens qui n'ont pas cette, comment dirais-je, cette vision globale du problème. Je sais pas si... Et pour les questions environnementales, c'est extrêmement clair, parce que c'est vrai que les objectifs qu'on nous demande à atteindre, c'est que nous on n'a aucun... Quand on a un rapport souvent d'un bureau d'études environnementales qui nous est donné, on n'a aucun moyen de vérifier ce qu'ils nous proposent, ce qu'ils nous donnent, simplement parce qu'on n'a pas les logiciels. C'est-à-dire on travaille avec des gens dont on ne comprend pas le langage. Et souvent, le langage aujourd'hui environnemental, c'est pas un langage, c'est un dialecte. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas ce dialecte, vous ne le comprenez tout simplement pas. Voilà. Et je sais qu'on a eu souvent ce genre de problème, parce qu'il m'est arrivé de travailler sur des sujets où il pouvait y avoir une réponse environnementale et on n'est pas capable de la donner parce qu'on est associé avec des bureaux d'études qui n'ont pas cette véritable compétence. Vous voyez ? Et alors j'imagine que quel que soit le problème, on se retrouve devant ce cas de figure. Aujourd'hui, la loi nous oblige à avoir des co-traitants et de travailler avec des bureaux d'études qui n'ont pas forcément cette sorte d'inventivité, de créativité ou simplement de fibre environnementale. Donc le temps du projet étant très très court, on ne peut même pas réagir. C'est qu'on continue le processus habituel, sachant qu'il est déjà dépassé. Je vais prendre la défense des programmistes, parce que je pense que c'est une profession utile. On a eu de la chance en France, hein. On est un des rares pays où on a des programmistes. C'est pas si vieux que ça, hein. Ça a commencé avec Beaubourg, ça a été le premier. Et là, je parle des programmistes fonctionnels, hein, pas seulement environnementaux. Qui sont en train de disparaître les uns après les autres, ou bien ceux qui disparaissent pas se font un travail sans intérêt parce que les rémunérations sont de plus en plus faibles pour ce genre de travaux. Alors, pour ce qui est des bureaux d'études, moi je pense qu'on paye aujourd'hui les effets négatifs de toutes ces certifications qui ont remplacé sur les questions environnementales l'intelligence du projet. Hein. Et c'est vrai que les bureaux d'études aujourd'hui ne sont plus que des contrôleurs qui mettent des cases dans un coin ou qui appuient sur le bouton d'un logiciel, des calculateurs, et qu'il n'y a plus de conception chez les bureaux d'études. Voilà, mais bon, on en est tous responsables, hein, parce qu'on a tous laissé se développer ces processus-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il faut que dans nos professions, y compris dans la profession des architectes, il faut se donner la compétence pour savoir lire ce que nous donnent les bureaux d'études. C'est pas si sorcier que ça. Hein. C'est pas si sorcier que ça. Un calcul réglementaire, il y a 3 ou 4 trucs à voir et on voit très bien si c'est du sérieux ou si c'est pas du sérieux à partir de 3 ou 4 trucs. Hein. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faut rentrer dedans
Donc c'est du boulot en plus, hein, c'est quelque chose en plus. Il faut rentrer dedans, mais je suis d'accord avec toi, on ne peut pas aujourd'hui faire confiance dans des gens qui ne font que du calcul. Juste pour rebondir, je ne sais pas lire les travaux faits par les bureaux d'études. Et il m'arrive de prendre le train avec Alain et de le voir sourire devant des graphiques, mais incompréhensibles, quoi, plein de petits points partout, comme ça. Et devant un graphique qui tire la tête, et devant un autre qui me semble la même chose, il fait un grand sourire. Alors, comme je ne comprends pas, et que, comme toi, j'ai des soucis avec les bureaux d'études, je fais appel à des gens comme Tribu. Parce que les bureaux d'études n'aiment pas beaucoup les gens comme Tribu dans les équipes. Parce que finalement, c'est le conseil en environnement qui nous accompagne, enfin, qui est là pour dire vers où aller et ce qu'il faut réussir à atteindre. Et là, du coup, le bureau d'études est un peu coincé, puisque finalement, mon traducteur, d'une certaine façon, c'est le conseil en environnement. Enfin, là, pour le coup, c'est Tribu. Le bureau d'études le plus difficile aujourd'hui à trouver, le bon, c'est très clairement les fluides. Tout ce qui s'intéresse à la ventilation, cela, c'est compliqué, quoi. Enfin, qui ne s'y intéresse pas. Donc voilà, ça coûte un peu plus d'argent pour le maître d'ouvrage, mais en même temps, quand il accepte, ça veut dire qu'il a un intérêt pour la dimension environnementale. En ce qui concerne la réhabilitation, madame, et les architectes, on est dans une assez mauvaise situation, finalement, et c'est très étrange parce que si vous écoutez à la fois le Conseil de l'Ordre des architectes et l'UNSFA, ils vous sortent un sondage récent dans lequel les Français pensent que les architectes sont les plus à même de faire de la réhabilitation thermique. Voilà, la France pense ça. On aimerait bien que ce soit vrai. Sauf que, enfin, on le voit dans les écoles où on enseigne. Aujourd'hui, l'enseignement de la réhabilitation, qui sera sans doute la part la plus importante du travail de nos étudiants, la part demain du travail de nos étudiants, cet enseignement de la réhabilitation n'est pas courant du tout. Et les étudiants continuent à avoir le rêve de leur patron, enfin de leurs anciens, sur un architecte qui fait autre chose que de la réhabilitation, qui fait des objets devant lesquels on dit « oh, ah ». Donc le milieu, aujourd'hui, il n'est pas tout à fait dans une situation très, très organisée pour ça. Et en grande partie aussi parce que le monde du bâtiment n'a peut-être pas envie de ça. Aujourd'hui, on sait que le monde du bâtiment est organisé autour des majors ou des entreprises générales et que finalement tous leurs sous-traitants vont dans le sens de ce que les entreprises générales donnent. Et les entreprises générales préfèrent faire du neuf que de réhabiliter. Enfin, c'est toujours simple à dire, mais ils préfèrent faire un immeuble dans une ZAC, c'est-à-dire entre 50 et 100 logements, plutôt que de réhabiliter dans le tissu ancien 5 immeubles de 20 logements habités. Et du coup, c'est tout le milieu de la construction qui n'est pas intéressé par ça. Il y a quelques petites entreprises par-ci par-là qui font la réhabilitation. Enfin, dans des métropoles comme Paris, on en voit. Mais ça n'est pas le cœur de la tâche. Et on sait bien, le neuf, c'est 1% de l'existant chaque année. Donc la réhabilitation thermique, c'est pas sur le neuf qu'on va le faire. C'est bien sur l'existant. Aujourd'hui, on ne s'est pas construit une position d'attaque sur ça. Alain a parlé de la fiscalité verte, celle-là. On aimerait bien qu'elle existe d'une certaine façon. Il y a des choses qui changent. Les lois de la copropriété ont changé, par exemple. Ça, c'est plus positif. Mais il y a encore plein d'étapes à franchir. Le problème dans les copropriétés, c'est que c'est sans architecte. Le résultat du paysage. Bon, on est bien d'accord. Mais que font nos représentants, quoi? Mais que font les représentants des architectes? Aussi, parce que finalement, c'est une situation difficile d'être élu à l'ordre et d'agir, être à la fois en train de travailler chez soi et représenter un métier, alors que les gens qui sont en face de nous, ils ont des présidents, des secrétaires généraux, des directeurs qui ne font que ça, et qui sont payés pour ça, qui sont à toutes les réunions dans tous les ministères, et qui sont là pour dire leur avis.
Et d'ailleurs, s'il n'était pas invité, il ferait un souk en disant comment ça, je ne suis pas à cette réunion-là. Nous, les architectes, finalement, nos représentants font ce qu'ils peuvent, sans doute, mais c'est pas assez, quoi. C'est pas assez. Ouais. Bonjour, alors moi je suis étudiant à l'école de Chaillot, jeune architecte, et j'aurais voulu avoir votre sentiment sur le concours de Réinventer Paris, et notamment sur son résultat qui semble, au moins en apparence, avoir comme thématique commune, pas du développement durable, mais quelque chose qui y ressemble. Est-ce que vous avez un regard là-dessus ? Je donne un premier point de vue et puis je vous laisserai après. Je parlerai que du résultat, hein, et non pas du processus. Je pense qu'il y a eu dans les réponses des choses intéressantes en matière de mode de faire. C'est aussi du développement durable. Hein. Enfin, je sais pas, sur la colocation, sur le participatif, sur les modes de construire, etc. Je trouve que en matière de construction, on est beaucoup dans l'affichage. Il n'y a pas de vraie innovation. Bon, du point de vue des architectes, c'est sûr que c'est pas la meilleure manière de faire. Hein. Beaucoup n'ont pas été rémunérés pour le travail qu'ils ont fait. Donc je pense que la ville de Paris aurait pu faire attention aux architectes. On met ça de côté, c'est la vraie critique pour moi. L'autre, c'est l'intelligence collective. Après tout, faire ce on fait en urbanisme assez régulièrement, qui est un appel à manifestation d'intérêt, ça marche, quoi. Ça marche parce que d'un seul coup, il y a des gens qui ont des choses à dire qui ne l'auraient jamais dit et qui le disent. Voilà. Sur les résultats, je ne les connais pas tous. Je pense que vraiment que ce que j'ai vu de certains fait qu'ils ne se feront pas, mais ils ont été annoncés. Hop. À côté de ça, j'ai été le président d'un concours pour les étudiants lancé par le CAUE de Paris. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là, Mutation urbaine, il doit être encore affiché au pavillon national. Mutation urbaine, à la fois densification et végétalisation de Paris. Presque la même question posée dans Réinventer Paris. Sur 3 sites ou 4 sites. Donc en fait très précis. Et là, le CAUE de Paris a bien payé les étudiants lauréats. Voilà. 2 poids, 2 mesures. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la position qui consiste à ne pas payer les architectes a eu des conséquences. Ça fait quelques années que je fais des concours à Lyon. Et à Lyon, pour du logement, la métropole lyonnaise payait la moitié de la rémunération et le promoteur ou le bailleur social l'autre moitié de la rémunération. Cette année, on vient de répondre à un concours. La ville de Lyon ne paye plus. Voilà. Est-ce que c'est une conséquence directe? En tout cas, du point de vue de la correspondance ou la concordance des temps, oui, il y a concordance. Je ne suis pas très éloigné de cette position parce que je suis enseignant aussi et je vois des jeunes architectes qui s'épuisent en consultation sans lendemain. Je crois qu'on habitue les gens à voir les architectes travailler gratuitement. Alors ça, c'est absolument scandaleux parce que c'est un véritable métier. Je ne sais pas si un pilote d'Air France accepterait de piloter gratuitement, ou un jeune pilote, ou un jeune chirurgien à opérer gratuitement. Il y a un véritable problème. Quant à l'affichage, effectivement, les images, moi non plus, j'ai pas vu l'ensemble des projets, je crois qu'il y a une volonté de verdir Paris qui me semble plus là aussi, c'est vrai, un effet d'annonce ou une sorte de... Enfin, Villemotte, l'autre jour, disait à la radio, j'entendais dire, si on enlève la choucroute, il ne reste plus rien. Voilà. Je ne suis pas loin de penser ça. C'est que
il ne faut pas prendre les architectes pour des agents électoraux, quoi. Voilà. Alors après, je comprends que les jeunes le fassent parce que c'est un des rares moyens, paradoxalement, d'avoir une visibilité. Donc on ne peut pas leur reprocher à eux de participer à ce genre de consultation. Je pense simplement qu'on peut reprocher à des élus de participer à cette paupérisation des architectes. Et alors, c'est pas qu'une position corporative, c'est qu'en disant, ça va bien plus loin, c'est que je crois qu'un métier qui n'a pas les moyens de travailler, travaille mal, tout simplement. Voilà. Voilà. Un dernier sujet qui me tient au cœur, c'est la question comment ça se fait que la réglementation thermique, même si on peut la critiquer, ne soit pas la même pour les immeubles de logement comme celle des immeubles de bureaux. Puisque dans l'histoire, on sait très bien combien de bâtiments haussmanniens ont servi initialement comme logement, ensuite comme bureaux, et qu'il y a même une tendance aujourd'hui de retransformer des bureaux en logements. Et personne ne se pose la question, peut-être qu'aujourd'hui, une tour à la Défense qui est affectée à des bureaux devrait pouvoir l'être dans 10, 20 ou 30 ans en logement. Mais le fait qu'on ne lui donne pas les mêmes isolations thermiques, ça pose un problème. Oui, je pense que ça... qu'on ait des niveaux de performance correspondant entre du logement et du bureau, c'est tout à fait normal. Alors pourquoi c'est pas tout à fait comme ça? C'est pas comme ça pour deux raisons. D'abord, je pense qu'il y en a une première qui est historique, qui vient du fait que en logement, ça fait depuis maintenant 1974 qu'il y a des réglementations qui ont fait avancer les choses, alors qu'en bureau, ça date de... la vraie réglementation, elle date de 2000 sur les bureaux. Il y avait des choses un petit peu avant, en 84, mais qui étaient très légères. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a un effort qui a été fait petit à petit sur le logement, et notamment grâce au logement social dans les années du siècle dernier, la fin du siècle dernier, qui fait que la qualité courante du logement est meilleure que la qualité courante du tertiaire, qui est vraiment pas bonne, quoi. Voilà, donc ça c'est une des raisons. L'autre raison, elle tient aussi à la formulation même de la réglementation. À partir du moment où la réglementation est un calcul qui prétend représenter des consommations, eh bien c'est normal que les consommations ne soient pas les mêmes sur du bureau et sur du logement. Les occupations ne sont pas les mêmes, les scénarios d'occupation ne sont pas les mêmes, les apports internes ne sont pas les mêmes, etc., etc. Voilà. Ce qui est, à mon avis, ce qui est pour moi en filigrane là derrière, c'est pour moi une nécessité d'une remise en cause de cette forme de réglementation qui prétend se substituer à du calcul de consommation, qui n'est pas du calcul de consommation, parce qu'il y a énormément de choses qui sont forfaitaires, donc qui n'est pas du calcul de consommation, mais qui demande quand même des détails très précis de saisie. La saisie d'un calcul réglementaire est là pour donner un peu de baume à mes collègues bureaux d'études, c'est long, il y a plein de choses à rentrer, etc. Est-ce que ça doit être ça, une réglementation? Donc du coup, ça conduit à cette espèce de boîte noire, dans lequel on rentre des trucs, on sort des trucs, et puis on ne sait pas trop ce qui se passe au milieu. Voilà, donc moi je plaiderais pour une réglementation beaucoup plus simple, qui permettent de sentir les choses, de voir comment fonctionne le bâtiment. Et donc, du coup, qui pourrait être utile en conception, alors que celle-ci n'a aucun intérêt en conception. Elle conduit même à quelquefois des contre-performances. Enfin,
je donne qu'un exemple que je cite toujours, mais qui est une telle aberration, c'est que vous prenez deux villes comme Nevers et Bourges, par exemple, qui sont pas si loin que ça l'une de l'autre. Bourges est calculé avec le climat de La Rochelle et Nevers avec le climat de Metz, hein, dans le calcul réglementaire. Donc, quelle est la pertinence de ce type de calcul? Évidemment, aucun. Hein. Voilà. Donc, il faudrait effectivement... mais comme c'est compliqué, du coup, les bureaux d'études ne font pas de conception réelle et utilisent cet outil comme un outil de conception. Voilà, on est dans un truc complètement schizophrène. Bonjour, je suis étudiant à l'école de Chaillot. Moi, je vois quand même beaucoup de choses de positives, à la fois dans les projets que vous présentez et dans l'arrivée des nouvelles technologies. Alors peut-être que je me trompe, mais est-ce que vous pourriez avoir un avis là-dessus ? Ne pensez-vous pas que les nouvelles technologies pourraient permettre à nos agences de réintégrer ce qui a disparu, c'est-à-dire l'économie du projet, le bureau d'études fluide qui revient dans l'agence. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce que les nouvelles technologies peuvent nous apporter pour qu'on reste maître de l'espace architectural? Vous voulez dire BIM? Vous voulez pas dire BIM? Mais si, vous parlez du BIM, là. Pour moi, l'idée, c'est pas forcément le BIM, parce que tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. Mais je pense que, tout à l'heure, il a été dit que les bureaux d'études fluides sont des gens qui sont arrivés là par hasard, ils appuient sur des boutons et ça tourne tout seul. Donc si nous, on a les mêmes logiciels et qu'on est capable d'appuyer sur le bouton, peut-être qu'on gagnerait du temps, en effet, et à essayer de comprendre ce qui sort de la machine, pour qu'on puisse s'en servir de façon positive en intégration au moment de la conception. Enfin, je pense que ce sont des niveaux différents, du coup. Sur le BIM, c'est sûr que celui qui va être le chef d'orchestre du BIM, son poste est déjà l'objet d'un combat. Est-ce que ce sont les bureaux d'études qui vont prendre ça? Est-ce que c'est un nouveau métier qui va être créé? Est-ce que c'est les architectes qui vont réussir à tenir ça? C'est pas gagné d'avance pour les architectes. Et du coup, j'ai oublié la seconde partie de votre question, mais qui renvoie là. Bon. Je vous conseille de suivre une formation dans laquelle Alain Bornarel expose Papouze, qui est un petit outil, c'est un tableur, qui a été mis au point par Tribu et par lui d'ailleurs, je crois, qui est tout simple à utiliser et qui permet, au moment où vous faites une esquisse, de vérifier que vous faites des bons choix. Il a eu la gentillesse de l'offrir à mes étudiants, qui se le repassent d'année en année, et qui vérifient assez tôt que ce qu'ils font est pertinent avec la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, il n'y a pas les logiciels, il y a aussi des petits logiciels. Bon, c'est un conseil que je fais, mais que je ne m'applique pas moi-même, puisque je n'ai pas suivi la formation d'Alain et je ne sais pas utiliser Papouze, mais quand je vois comment mes étudiants réussissent à le faire, je me dis que c'est possible. Bon. Conclusion. Je pense qu'en théorie, vous avez raison. C'est-à-dire, plus on intègre de compétences dans une agence, plus on aura de pouvoir. Là-dessus, je suis d'accord. À part que peu à peu, je m'aperçois qu'on change de métier. Vous voyez? C'est-à-dire que déjà, l'informatique a modifié pas mal de choses, puisque, enfin, je le vois là aussi avec les étudiants, je le vois avec les gens d'agence, mais également chez les étudiants. La première question, c'est pas de savoir ce qu'on va dessiner, mais comment on va le dessiner. Et peu à peu, je pense que il y a une sorte de pratique intellectuelle qui fait que il y a des gens, enfin, il y a des étudiants, des gens peut-être plus jeunes que vous, qui commencent à travailler et qui vont passer leur vie devant l'ordinateur. C'est-à-dire que, voilà, ça devient... Moi, j'appartiens à une génération, la même que Philippe, où on n'avait pas cet outil-là. Donc, on a encore le dessin comme une expression, mais quelque part qui nous donnait une certaine liberté vis-à-vis des maîtres d'ouvrage. Aujourd'hui, le jeune architecte qui rentre dans une agence,
c'est vrai qu'il est devant son ordinateur et il aura du mal à en sortir. Il aura vraiment du mal à en sortir. Bon, vous avez une chance, vous faites Chaillot. Déjà, vous allez avoir un autre discours. Là-dessus, si en plus on vient travailler sur les fluides, si là-dessus on vient travailler sur la structure, enfin on le fait de toute façon, parce qu'on sait où passent les gaines, on sait comment se construit le bâtiment, on sait tout ça, on doit le savoir, de toute façon on est responsable. Mais si on doit le décider précisément, si on doit intégrer le BIM, je pense qu'on a affaire à une nouvelle population qui va être complètement prête pour les PPP, pour avoir commandataires les entreprises, pour avoir des commandataires qui ne sont pas architectes. Et peu à peu, voilà, ce métier aura disparu. C'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même, à un moment donné, être méfiant vis-à-vis des nouvelles technologies et être méfiant vis-à-vis de tous ces outils. Ils semblent un plus, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose d'attirant mais extrêmement dangereux. Voilà. Je vois très bien que depuis quelques années, j'ai l'impression que ce n'est pas le même métier que les gens qui ont 25 ans qui sont en agence. C'est pas du tout pessimiste, mais c'est au contraire une façon d'avoir un regard critique sur tout ce qui rentre à l'agence. Et j'imagine pas que, par exemple, des logiciels qui ont été conçus par des architectes, pour des architectes, puissent nous renforcer à nous. Je pense que c'est une illusion. Enfin, je suis un peu sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que, l'informatique peut être la meilleure des choses. Hein, ça permet de calculer très vite, ça permet de faire des tests, plusieurs tests, de faire de l'optimisation, etc. Malheureusement, on ne sait pas utiliser l'informatique et il est difficile d'utiliser de façon intelligente l'informatique. Je vois chez moi... il y a 2 personnes qui sont spécialisées à faire des calculs. Je n'arrête pas de leur dire regarde les ordres de grandeur. Parce que mais c'est spontané, quoi. Il a passé tellement de temps à rentrer ses saisies là, quand il y a un bâtiment sur lequel il y a une dizaine de jours de saisie. Que après, ça sort, ça y est, c'est fait. Hein. Et ça, je pense que c'est une vraie connaissance du fonctionnement du bâtiment. Là, en l'occurrence, c'est le fonctionnement thermique. Donc des ordres de grandeur, de ce que ça peut donner, etc., qui permet de voir si finalement le résultat qu'on sort est un résultat qui est faux ou pas faux. Mais c'est très très difficile de faire passer ça. Très très difficile. C'est-à-dire que la tendance générale, c'est de croire dans ce que sortent les logiciels. Et personnellement, je n'y crois pas du tout. Et puis il y a un autre inconvénient aussi à cette informatisation à outrance et lourdeur des saisies. Je prends un exemple. On travaille beaucoup avec Philippe sur des produits locaux, fabriqués quelquefois par des artisans locaux, etc. Bon. Comment on va faire avec les bibliothèques de notre BIM ou d'autres choses, hein? Est-ce qu'on va aller se palucher chaque fois de rentrer les produits que nous propose l'artisan en question, avec toutes ces caractéristiques? D'abord, on ne les aura pas. Et ensuite, on sait bien comment ça se passe, hein, on n'a pas le temps. Pardon. Donc on va prendre des produits qui sont dans la bibliothèque. Et les produits qui seront dans la bibliothèque, c'est ceux que les lobbies dont on parlait tout à l'heure ont rentré une bonne fois pour toutes dans la bibliothèque. Dans mon atelier, il y a un ingénieur. Bon, il est aussi architecte. Mais il est surtout ingénieur, 25 ans de bureau d'études. Et du coup, il est très transversal. Et surtout, il est économiste. Vous voulez que je vous dise, si vous voulez maîtriser votre architecture, ayez un économiste avec vous. Bon, c'est votre dernier message.
Si je veux élever le débat, je veux dire que la maîtrise de l'économie, c'est une vertu éco-responsable. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Alors bon, par rapport à la dernière question, par patrimoine énergie, il me semble qu'on a soulevé pas mal de paradoxes, c'est que la concordance des temps n'est pas pour demain. Vous avez, en tout cas, on peut vous remercier d'avoir bien posé les questions, montré quelques solutions. Pour le reste, je pense qu'il leur appartient d'acquérir encore beaucoup de compétences. D'après ce qu'on comprend de vos expériences personnelles, ça passe par un investissement total et beaucoup d'intelligence et en effet beaucoup de travail d'équipe. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur la... Vous êtes optimiste quand même. Je ne sais pas s'il faut poser la question comme ça, mais Bernard... Non, c'est-à-dire que dès qu'on essaye d'être un peu lucide, on est perçu de façon un peu pessimiste. Pas du tout. Moi, je suis très, très optimiste. Je dis simplement, il faut garder une ligne. Et je pense qu'on a la chance d'exercer un métier absolument fabuleux. C'est vrai, j'ai bien aimé la façon dont Philippe a dit, à parler des données, cette chance qu'on avait. Moi, je la partage totalement. Je dis, il faut quand même être toujours méfiant. C'est-à-dire qu'on devient, sans être paranoïaque, on devient quand même méfiant. C'est-à-dire que quand on voit, nous, on est une génération qui a traversé à peu près toutes les crises, plus l'introduction de nouveaux moyens, les nouvelles technologies, de ci, de ça. On les utilise, on vit avec l'air du temps, c'est clair. Mais en même temps, il faut quand même avoir un regard critique et pas tomber dans les pièges que nous dresse la société continuellement. Parce que je pense que, globalement, l'architecte est un être positif, mais quand même forcément un emmerdeur. Donc, si parfois on pouvait un petit peu le mettre de côté, je crois que ça arrangerait beaucoup de gens, quoi, voilà. Bernard et moi, on est des enseignants. Donc, Vous êtes des enseignants, donc optimistes. Autrement, on ne serait pas optimiste. Et on fait des projets, et tout ce qu'on dessine, c'est pour demain. Là, on va rentrer vers nos dessins et nos projets. C'est toujours du demain que l'on fait. Et quand on parle à nos étudiants, c'est pareil. On ne fait que ça. Et puis, le trou dans la couche d'ozone se résorbe. Parce que l'humanité s'est mise d'accord et que ça marche. Donc si on a réussi à le faire pour le trou dans la couche d'ozone, on va bien réussir à le faire pour le reste, quoi. Allez, haut les cœurs. Hein. Juste une petite chose, parce que donc, je suis ABF à Lyon, et je voulais quand même dire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui font Chaillot, que quand même, aujourd'hui, sur le patrimoine, on est pessimiste, mais aussi on est optimiste sur les métiers. On a besoin d'architectes, et aujourd'hui, on en a encore à des questions de bon sens. Et il faut y aller, parce que qu'est-ce que si on gagne qu'énergétiquement, on ne gagne rien. Donc il faut y gagner au niveau énergie, au niveau architectural et au niveau des usages. Après, si on a gagné ça, c'est uniquement comme ça qu'on s'en sort. Bon, parfait. Il y a unité entre la salle et la scène. Donc je vous propose de lever le siège. Et à très bientôt pour de prochaines journées professionnelles.